7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Yann Algan, vous êtes doyen de l'école d'affaires publiques et professeur d'économie à Sciences Po Paris. Je vais vous demander votre point de vue sur le Brexit dans la suite de ce que vient d'évoquer Camille Magnard avec les derniers rebondissements de ce feuilleton en Grande-Bretagne, les difficultés de Boris Johnson, car le Brexit incarne en quelque sorte le prototype de la situation liée au populisme auquel vous consacrez un livre en compagnie d'Elisabeth Beslay, Daniel Cohen et Martial Foucault, Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social, et c'est publié dans la collection La République des idées au seuil. Le Brexit est-il en quelque sorte la situation idéale typique de ce phénomène, le populisme que vous étudiez, Yann Algan? Oui, bonjour Guillaume. Tout à fait, le Brexit est une très bonne illustration des causes profondes de la montée des populismes et des forces anti-système. Dans cette enquête inédite sur des bases de données, aussi bien sur la France, sur l'Europe, sur l'Angleterre ou sur les États-Unis, on montre en fait que ces forces anti-système se nourrissent de deux chocs tellurgiques. Le premier, c'est la question des risques économiques et que l'on retrouve bien dans la situation de l'Angleterre. Les forces anti-système sont vraiment nourries par ce profond ressentiment de la part des citoyens face au risque de perdre son emploi face à la mondialisation ou à l'ubérisation de l'économie, les risques liés à la stagnation des salaires et au déclassement social, des risques aussi liés à ne pas pouvoir payer son loyer ou payer ses dettes sur son logement. Et la colère des Anglais qui ont voté pour leur Brexit est vraiment nourrie par l'incapacité des partis politiques traditionnels ou surtout des institutions européennes à pouvoir régler ces problèmes. Maintenant, lorsqu'on regarde dans le détail, dans la situation anglaise, mais qu'on retrouve partout ailleurs, on trouve un élément supplémentaire qui est celui de la relation interpersonnelle entre les individus, de la confiance que vous faites entre les autres. Lorsqu'on pose la question aux électeurs, à des centaines de milliers d'électeurs, est-ce que vous faites confiance aux autres en général, à des personnes prises au hasard dans la rue, ou est-ce qu'on n'est jamais suffisamment méfiant? La réponse à cette question, votre niveau de confiance, va vraiment être l'élément fondamental qui va expliquer si vous allez être vraiment plus dans le versant droite populiste ou Johnson d'une certaine façon, ou alors après Salvini, Trump, Le Pen, ou si vous allez être plus de la gauche ou de la gauche radicale. Pourquoi? Parce que ce rapport aux autres explique tout d'abord votre sentiment de nationalisme, votre rapport à l'immigration, et on voit bien que le Brexit et Johnson est nourri par ce rapport extrêmement défiant vis-à-vis des Polonais dans le cas de l'Angleterre, mais des immigrés plus général dans le cas de l'Italie, de la France, de l'Allemagne ou des États-Unis. Et c'est ce qui va faire le partage des eaux d'une certaine façon dans le cas de l'Angleterre entre une position de Johnson très anti-européenne et puis très nourrie par une xénophobie ou un rejet de l'immigration, et une position plus travailliste. Là où le Brexit montre quelque chose de spécifique, c'est que vous avez bien sûr une question institutionnelle, ils sont dans un pataquès dont ils ont vraiment du mal à se sortir. Semble-t-il. Mais on voit bien aussi le grand malaise des partis traditionnels, de l'axe gauche-droite traditionnel, parce que dans le parti travailliste de Corbyn, vous avez toute une partie des classes populaires, des classes moyennes, qui ont aussi un vrai ressentiment vis-à-vis du parti travailliste et qui sont aussi sur des positions relativement pro-Brexit. Donc je pense que la ligne de crête va être très très difficile pour chacun de ces partis, et j'ai du mal à voir comment ils vont pouvoir aboutir à un axe, à une plateforme de solutions dans les prochaines semaines. Et l'économiste que vous êtes, Yann Algan, comment observe-t-il le Brexit? Alors, c'est toujours compliqué de donner un sentiment sur une situation qui est extrêmement mouvante, qui évolue chaque jour, mais enfin, on nous prédisait l'apocalypse. Cet apocalypse pour l'Angleterre est-il en cours? Est-il à venir? Bref, quelles pourraient être les conséquences de cette sortie de l'Europe? Alors, la première conséquence, c'est surtout la situation d'incertitude politique. Alors, si vous interrogez un économiste vous dira que, à l'heure actuelle, les principaux risques ne sont pas nécessairement des risques économiques, ce sont des risques politiques. Dans le cas du Brexit, mais c'est la même chose dans le cas de l'Italie, par exemple. Cette incertitude politique a des conséquences très très fortes
pour comprendre le ralentissement, le lent ralentissement de la croissance économique en Angleterre, mais aussi dans l'ensemble des pays. Maintenant, c'est sûr qu'une sortie non négociée de l'Angleterre, de l'Europe, en particulier s'ils ne règlent pas cette question avec l'Irlande, qui va les empoisonner pendant des décennies, s'ils ne règlent pas la question aussi avec l'Écosse, aura un coût extrêmement important d'un point de vue économique, mais aussi en termes vraiment de progrès social en Angleterre, mais ça aura aussi un coût pour l'Europe et pour l'ensemble du monde. On nous parle, par exemple, d'un décrochage de la livre. Il y aurait aujourd'hui un certain nombre de conséquences d'ores et déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, là aussi, Yann Algan ? Oui, tout à fait. On a déjà constaté une migration des investissements très importante vis-à-vis vers l'Europe. Il y a une concentration de plus en plus importante des grandes activités, que ce soit des activités financières, des activités économiques sur des centres d'affaires, que ce soit en Allemagne ou en France à l'heure actuelle. Ce que va essayer de faire vraisemblablement Boris Johnson, c'est, en sortant de l'Europe, d'avoir une politique extrêmement agressive en termes de dumping fiscal, de sortir de l'ensemble. Est-ce que ça n'est pas une bonne idée, une idée moralement condamnable peut-être, Yann Algan, mais en tout cas cyniquement, est-ce que ça n'est pas une bonne formule pour faire en sorte que le Royaume-Uni, qui de toute façon restera proche de l'Europe géographiquement, devienne une sorte de paradis fiscal ? Je pense que c'est effectivement la carte que va jouer à plein Johnson, et qu'il essaye aussi de jouer par un rapprochement maintenant avec les États-Unis, qui sont bien contents de pouvoir récupérer d'une certaine façon une alliance vis-à-vis de l'Europe. Ça montre surtout d'une certaine façon le grand gâchis qu'il y a eu en Europe sur notre incapacité à pouvoir coordonner nos politiques, à pouvoir coordonner nos politiques fiscales pour porter vers le haut des investissements dans des infrastructures, dans de l'innovation, dans de l'éducation. Donc oui, bien sûr, ce sera la carte de Johnson, mais il va falloir que non seulement l'Europe puisse vraiment se coordonner avec des programmes ambitieux, mais ça veut dire aussi qu'on va devoir au niveau plus mondial avoir un vrai effort pour pouvoir lutter contre l'ensemble de ces évasions fiscales qui, in fine, se payent pour l'ensemble des citoyens et qui se paiera aussi pour les citoyens anglais. Cette situation qu'on a sous les yeux, la situation du Brexit, Yann Algan, est-elle la conséquence des choix économiques de la Grande-Bretagne, avec notamment une spécialisation dans la finance très marquée, une évolution très longue et très ancienne avec un abandon de l'agriculture, une désindustrialisation, alors relative, elle est à nuancer celle-là, mais en tout cas une évolution très nette vers la finance et les services financiers. Est-ce que cette formule-là, avec une libéralisation à tout crin, elle montre que celle-ci aboutit à une colère des peuples ? Oui, tout à fait. Il y a les risques économiques qui sont vraiment présents en Angleterre à l'heure actuelle expliquent ce Brexit, mais d'une certaine façon expliquent la montée des populismes et des forces anti-système dans l'ensemble des autres pays. L'Angleterre, effectivement, s'est spécialisée dans la finance, a montré sa très grande fragilité suite à la crise financière. Donc, elle a payé vraiment le prix de cette crise financière, qui est d'une certaine façon le marqueur absolu du début de la montée de ces forces anti-système. Il y a aussi eu lorsque vous parlez de désindustrialisation à nuancer, il y a eu quand même vraiment des perdants et des gagnants de la mondialisation en Angleterre comme dans les autres pays. Et ce qui a été très manifeste dans le vote du Brexit, c'est qu'il a été présent non pas à Londres, non pas à Oxford, mais dans les localités juste à côté, pas nécessairement dans des grandes villes, mais surtout dans ces petites villes de taille intermédiaire qui se sont trouvées désindustrialisées, qui ont perdu aussi tout lien de sociabilisation et qui ont nourri une très forte colère vis-à-vis des partis politiques, des élites, des experts souvent taxés de collusion avec les marchés financiers. Mais on trouve aussi là des causes plus profondes qui sont aussi le fait d'avoir un isolement très profond de l'ensemble des petites villes à côté de Londres, à côté de Oxford, qui sont d'une certaine façon les perdants de la mondialisation et du développement de nos économies. Et la finance, Yann Algan, vous qui êtes économiste, la finance,
est-ce le symbole des inégalités, puisque la City de Londres est devenue l'emblème de bonus, de super bonus accordés à un petit nombre de personnes, tandis que le reste du pays, lui, semble condamné à enchaîner des contrats précaires. Est-ce que c'est ça le problème de la finance, ou bien est-ce tout simplement le fait qu'on crée une économie un peu diabolique, avec une économie qui n'a pas véritablement de richesse née de gains de productivité? Oui, alors je vais vous répondre d'une certaine façon en étant humble et en faisant aussi, en plaidant la responsabilité des économistes sur la naïveté qu'ils ont eu vis-à-vis de la finance. On a toujours eu un regard sur les marchés financiers en disant que c'était vraiment des marchés nécessaires pour le financement des activités économiques, pour l'investissement, pour l'innovation. Et je crois qu'il y a un élément de vérité sur ce point. Cependant, tout le développement de la finance à partir de la dérégulation dans les années 80, ce ne s'est pas fait vraiment au service de l'innovation, de financement de nouvelles activités, mais plutôt de la captation de rentes très très fortes qui a permis ce financement de salaires mirobolants et de primes. Vous avez eu de très beaux travaux par Thomas Philippon sur cette question qui montrent que l'ensemble de ces richesses en fait ont été captées par une petite élite. Et puis le deuxième point, c'est que lorsque cette crise financière a éclaté, les pouvoirs publics se sont avérés vraiment incapables de pouvoir y répondre. Donc en plus d'une certaine façon des rentes et des inégalités, il y a eu un sentiment de collusion, il y a eu un sentiment surtout d'impuissance des pouvoirs publics et des partis traditionnels à pouvoir vraiment réguler des risques financiers. Et c'est ce qu'on trouve vraiment dans toute la littérature. On a toute une partie dans notre livre là-dessus, c'est que les crises financières ont toujours des effets beaucoup plus persistants. On l'avait déjà retrouvé au début du XXe siècle ou lors de la grande crise de 1929 pour comprendre la montée des totalitarismes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des conséquences économiques extrêmement persistantes sur plus de 10-20 ans et en plus, elles nourrissent ce sentiment de collusion entre les sphères économiques et les sphères politiques. Est-ce qu'on peut dire un peu de mal des économistes? Yann Algan, vous êtes économiste, vous direz du mal des journalistes si vous voulez aussi, mais on a l'impression là aussi que malgré le développement de votre discipline, malgré la présence d'un grand nombre d'instituts de recherche, on n'a pas appris grand-chose depuis la crise de 29. La situation actuelle du monde montre que les économistes ne parviennent pas ou bien à rendre la situation intelligible, ou bien qu'ils sont, je ne sais pas moi, complices d'une situation qui a produit de grandes inégalités et là aussi de la colère chez beaucoup d'individus. Oui, c'est un sentiment qui est compréhensible, partagé par les citoyens, mais j'aimerais effectivement souligner qu'il y a pu avoir des collusions. Il y a aussi eu d'une certaine façon une concentration de beaucoup de recherches économiques sur des travaux, soit sur des travaux théoriques, soit sur des travaux très spécifiques qui ne nous permettaient pas de comprendre le monde actuel. J'aimerais souligner que les choses ont quand même changé au sens où l'économie maintenant s'est vraiment ouverte aux autres disciplines, à la science politique, à la sociologie, à la psychologie, peut bénéficier maintenant de multitudes de données que l'on exploite par exemple dans ce livre pour avoir une compréhension beaucoup plus large de notre monde. Maintenant, il y a un point qui nous semble vraiment fondamental et qu'on avait montré dans une étude qu'on avait appelée de façon un peu ironique la supériorité des économistes, avec notamment Marion Fourquin, montrant en fait que la grande question qui est posée aux économistes, c'est qu'en général, sur les grands sujets sur lesquels ils ont un consensus, par exemple sur les gains de la commercialisation, de la mondialisation, ce sont justement sur ces sujets qu'il y a le plus de distance vis-à-vis des citoyens. Donc on doit vraiment nous interroger sur la façon dont on appréhende l'ensemble de ces phénomènes économiques. Mais enfin, j'ai par exemple sous les yeux un article du New York Times, un article où il est question de blâmer les économistes pour la situation dans laquelle les peuples sont. Et je traduis l'une des phrases de cet article. Pourquoi les Américains devraient-ils écouter des gens qui ont répété pendant des années que plus de millionnaires, c'était quelque chose qui était bon pour l'Amérique ?
Oui, alors la première façon de répondre à cette question, c'est que tous les économistes n'ont pas eu cette approche. Bon, maintenant, je comprends vraiment le fait qu'il y ait eu une vraie colère contre des économistes qui ont pu avoir de tels conseils. Je pense plus profondément que ce qui fait la vraie spécificité des économistes par rapport à d'autres approches en d'autres disciplines, en sciences sociales, c'est que les économistes ont toujours tendance à vouloir aussi régler les problèmes du monde. Dans cette grande enquête que l'on a fait avec Étienne et Marion dans la supériorité des économistes, on a vu que si vous interrogez l'ensemble des chercheurs dans les sciences sociales, si vous interrogez les sociologues vont d'abord se définir comme des social critics, des intellectuels, des personnes qui critiquent la société, qui ont ce temps de recul. Les politistes vont se définir comme des intellectuels. Les économistes, beaucoup plus, non seulement comme des chercheurs, mais aussi comme des policy makers, des personnes qui sont là pour changer. Et on retrouve ce comportement aussi bien pour des économistes qui sont impliqués dans des grandes questions macroéconomiques, à la Banque Centrale Européenne, à la Fed, des gens comme Olivier Blanchard. Vous le retrouvez aussi sur tout le développement de ce courant économique, vraiment sur les problématiques de développement, d'économie de développement ou d'éducation avec Esther Duflo. Il y a toujours un peu cette volonté de ce qu'on appelle, nous, la fixed culture, cette volonté de changer le monde. Alors, c'est certainement aussi ce qui fait la très forte demande de la société ou des pouvoirs publics auprès des économistes, mais c'est ce qui explique aussi notre talent d'Achille. Donc, comme l'expliquait Keynes, si on arrive à être aussi humble que des dentistes, peut-être que ça serait beaucoup plus utile à l'humanité que si on se prenait pour les médecins du monde. Avez-vous l'impression qu'en ce moment, les politiques, ceux-là même qui, ou bien sont portés au pouvoir par la vague populiste, ou bien l'affrontent, écoutent de moins en moins les économistes, entre la politique économique suivie par Donald Trump, celle qui a conduit au Brexit? Est-ce qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour la bonne politique en économie, en tout cas celle que vous pourriez définir comme telle, Yann Algan? Alors, je ne partagerai pas ce point de vue. Je pense au contraire que maintenant, il y a une demande de plus en plus importante d'expertise économique comme d'expertise dans d'autres disciplines, hein, bien sûr, mais que cette demande est peut-être plus diverse. Vous avez, je vous prends par exemple la situation américaine où vous vous retrouvez avec de jeunes Français au cœur du débat et qui conseillent énormément les... Sanders avec Gabriel Zucman et Emmanuel Sanders plutôt à gauche de la gauche radicale et des économistes, donc Gabriel Zucman qui a écrit un merveilleux livre sur l'évasion fiscale et avec Emmanuel Saez qui a étudié au long cours les inégalités, et donc ces deux économistes sont très très impliqués maintenant dans la campagne, mais plutôt à gauche. Je pense au contraire que nous sommes dans une situation où une plus grande pluralité de points de vue peut s'exprimer. Donc c'est à mon avis la grande maintenant question qu'on doit se poser, c'est aussi quelles sont les solutions que les économistes veulent apporter aux problèmes du 21e siècle, et nous reviendrons peut-être sur cette question. La montée des populismes, bien sûr, est nourrie par des risques économiques, mais elle est nourrie aussi par une question de solitude sociale, le passage dans une société post-industrielle à une société des individus, et les grandes recettes du 21e siècle, telles que la redistribution, la taxation, qui ont leur légitimité, sont insuffisantes pour expliquer les grands mots du 21e siècle qui sont la solitude sociale de ces classes populaires et moyennes. Yann Algan, vous êtes économiste, vous enseignez l'économie à Sciences Po et vous publiez avec Elisabeth Beslay, Daniel Cohen et Martial Foucault Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social. On vous retrouve dans quelques minutes et cette fois-ci on va évoquer la situation française, les crises que notre pays a traversé, notamment la crise des Gilets jaunes, et vous nous donnerez votre point de vue et votre analyse sur le moment que traverse actuellement notre pays. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 8h21, on réfléchit aux
causes du populisme en compagnie de l'économiste Yann Algan. Vous venez de publier en compagnie d'Elisabeth Besselet, Daniel Cohen, Martial Foucault, Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. On a avec le Brexit une sorte de cas pur de populisme. Dans le cas de la France, que peut-on appeler populisme? Parce que le terme en tant que tel pose problème, Yann Algan, et il n'est pas évident de se mettre d'accord sur une définition. Quelle est celle que vous retenez dans le cas français? Oui, on passe beaucoup de temps justement dans ce livre à essayer de définir ce que c'est que le populisme. Il y a une multitude de définitions pour le moment qui s'attachent surtout à la relation entre le peuple et les élites. Pour reprendre des ouvrages que ce soit de Dominique Régnier ou de Marc Lazare, définissant le populisme comme cette matrice commune de très forte méfiance vis-à-vis des institutions, ajoutée à cela un style très particulier, en rupture avec les partis traditionnels. Ce qu'on essaye de faire dans ce livre, à partir de données sur l'ensemble des pays, en analysant les valeurs de centaines de milliers d'électeurs, c'est de montrer que en fait, le populisme se caractérise par deux grandes forces différentes. On essaye d'en comprendre les causes pour essayer un peu de déterminer les différences. Ce qu'il y a de commun entre les forces anti-système, qu'on n'appelle pas populistes, mais les forces anti-système, c'est ce rejet des institutions fondé sur les risques économiques. Ça, c'est le premier facteur. Indiscutablement, les risques économiques expliquent ce rejet des institutions. Mais ensuite, le deuxième facteur, lorsqu'on regarde vraiment dans le détail, est beaucoup plus de l'ordre d'un autre registre, de la relation à autrui, d'un rapport blessé aux autres. Et en fonction de votre niveau de confiance dans les autres, vous basculez beaucoup plus du côté ce qu'on appelle de la droite populiste, qui regroupe des citoyens qui ont vraiment un rapport blessé à autrui, un sentiment de méfiance. En revanche, lorsque vous êtes beaucoup plus confiant, vous basculez de la gauche ou de la gauche radicale. Et l'un des points centraux de notre ouvrage est de bien distinguer cette opposition entre droite populiste et gauche radicale en France et plus généralement dans l'ensemble des pays. Mais alors, quelle est, selon vous, Yann Algan, l'expression politique de ce populisme en France? Où la trouve-t-on? Alors, on la trouve du côté de la droite populiste, du Rassemblement national. Les électeurs du Rassemblement national partagent les mêmes incertitudes économiques, mais il y a quelque chose de vraiment très distinctif, qui est leur méfiance vis-à-vis des autres, vis-à-vis, bien sûr, lorsqu'on parle de méfiance vis-à-vis des autres ou de rapport blessé à autrui, on pense tout de suite à la figure de l'immigré. Donc il y a effectivement une composante xénophobe ou de rejet de l'immigration qui est portée par le Rassemblement national et qui n'est pas portée par France Insoumise. Mais on va au-delà de la question de l'immigration dans ce rapport à autrui. Lorsqu'on interroge les électeurs du Front National, ils nous répondent se méfier également des autres en général, mais aussi de leurs voisins, de leurs beaux-frères, de leur famille. Donc il y a un rapport vis-à-vis du monde qui est extrêmement différent et qui les amène à des attitudes complètement différentes, non seulement sur l'immigration, mais aussi, par exemple, sur la question de la redistribution. On voit là vraiment le partage des eaux entre la gauche radicale, France Insoumise, et le Rassemblement national sur ces questions de redistribution. Quand vous dites ça, est-ce que vous êtes dans le jugement de fait ou dans le jugement de valeur? Je veux dire, un candidat comme Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron fut un temps, était candidat, se présentait, on l'a peut-être un peu oublié, mais comme anti-système. Alors, aujourd'hui, cela peut paraître étonnant, mais en tout cas, il était, et Frédéric Seyss l'a rappelé, une candidature, une forme de candidature différente à l'époque où on attendait plutôt les partis traditionnels. Autrement dit, la catégorie de partis populistes n'est-elle pas tout simplement un mot qu'on va poser sur des phénomènes politiques que l'on n'aime pas ou dont on se sent plutôt étranger, Yann Algan? Vraiment, l'objet de ce livre est d'aller au-delà du jugement de valeur. C'est d'utiliser vraiment des bases de données de tout ordre pluriel
pour comprendre quels sont vraiment les terreaux de ces montées des forces anti-système. Qu'est-ce qui pousse un peu ce nouvel électeur émotionnel à rejeter le système? Lorsque vous analysez ces causes, vous voyez très vite que le candidat Macron n'est pas du tout de la même nature. En tout cas, les électeurs du candidat Macron ne sont pas du tout de la même nature que les électeurs des droites populistes ou de la gauche radicale. Peut-être que dans le style, il y a une différence, effectivement, par rapport aux partis traditionnels. Mais en revanche, les électeurs de Macron sont des électeurs qui sont beaucoup plus du côté des gagnants des transformations du système économique. Ce sont aussi des électeurs qui ont un niveau de satisfaction dans la vie beaucoup plus élevé, qui ont aussi un niveau de confiance dans les autres beaucoup plus important. Alors ce niveau de confiance et également cette satisfaction face à la société telle qu'elle est aujourd'hui en France, ou bien au contraire ce désaccord, voire cette colère, il a des contours très étonnants. Je vous cite un exemple issu de votre livre. Vous l'empruntez d'ailleurs au démographe Hervé Lebras. Vous dites que les ouvriers de Champagne-Ardenne votent majoritairement FN, alors que les ouvriers, donc la même catégorie sociale en Midi-Pyrénées, elles votent de manière très minoritaire pour Jean-Marie Le Pen. Autrement dit, enfin pour Marine Le Pen, pardon, autrement dit, on a une situation vis-à-vis de la politique qui n'est pas uniquement déterminée par la catégorie sociale à laquelle appartiennent les individus. Tout à fait, c'est vraiment l'un des grands apports de cette analyse dans ce livre, c'est de montrer que si le facteur économique est quelque chose de très important pour comprendre la montée de ces forces anti-système ou le mouvement des Gilets jaunes qui était un conglomérat un peu hétéroclite d'anciens électeurs de Mélenchon ou d'électeurs de Marine Le Pen aux élections de 2017, à peu près de 65%. Bien sûr, ils partagent, ces électorats partagent des conditions économiques ou un déclassement social important, mais en revanche, ces électorats n'ont rien de commun sur le plan des valeurs, avec le long de cette diagonale du vide au nord-est des électeurs qui ont des niveaux de défiance beaucoup plus importantes vis-à-vis des autres en général, vis-à-vis et un niveau de désocialisation extrêmement important, alors qu'au sud-ouest, vous avez des niveaux de socialisation qui sont beaucoup plus manifeste et qui explique la présence traditionnelle de France Insoumise. Oui, vous dites, et c'est l'une des originalités de votre livre, Yann Algan, vous dites que finalement, la différence principale entre la gauche et la droite, c'est qu'à gauche, on fait confiance, c'est ça ? Tout à fait, et ça explique vraiment le partage des autres. Racontez-nous. Cette notion de confiance est absolument centrale. C'est le facteur qui, d'une certaine façon, détermine votre rapport au monde. Ça détermine votre rapport à la question de l'immigration. Vous vous défiez des immigrés, donc vous tombez beaucoup plus du côté de la droite populiste. Mais ça détermine aussi votre rapport aux autres, tels que sur la question de l'homosexualité. Vous voyez, normalement, si c'était juste une question économique, les électeurs du Front National ne devraient pas montrer une défiance vis-à-vis des homosexuels comme ils le font vis-à-vis des immigrés. Or, la relation est très forte. De la même façon, ce rapport au monde qui est déterminé par votre niveau de confiance explique aussi vos attitudes vis-à-vis de la redistribution. Le grand paradoxe, c'est que les classes populaires ou les classes moyennes qui se tournent vers la droite populiste de Marine Le Pen, mais c'est la même chose en Italie avec Salvini, en Allemagne avec l'AfD ou aux États-Unis avec Trump, se tournent vers des candidats qui ne portent pas des politiques redistributives, qui ne sont pas en faveur de la taxation des riches. Comment comprendre ce paradoxe ? Justement, par cette relation à autrui, cet niveau de confiance, les électeurs de la droite populiste se défient tellement, sont dans un rapport tellement nihiliste au monde, qu'ils sont persuadés que toute redistribution, de toute façon, servira les immigrés, les assistés ou les pauvres. Donc, si on veut répondre justement à ce paradoxe, il ne suffit pas pour une gauche traditionnelle ou une gauche radicale de juste dire « mettons en place des politiques redistributives », même si elles sont nécessaires, puisque ça ne fera pas revenir les classes populaires et les classes moyennes. Il y a des politiques beaucoup plus importantes, ambitieuses, adaptées aux problèmes du XXIe siècle, qui sont la question des lieux de socialisation. Comment est-ce qu'on arrive à resocialiser ces individus qui se tournent vers la droite populiste ? Mais alors,
Pourtant, moi, je pensais, pour l'avoir lu dans un ouvrage signé notamment par vous-même, Yann Algan, que nous vivions dans une société de défiance et que la France se caractérisait par précisément l'incapacité des Français à avoir confiance en l'autre. C'est vrai, c'est à moitié vrai aujourd'hui. Parce que ça fait peut-être 20 ans que vous l'avez écrit, ce livre. Oui, ça fait 10 ans. Alors, oui, c'est encore vrai. Il y a un niveau de défiance vis-à-vis des institutions et vis-à-vis des autres qui est très important en France. Mais ce niveau de défiance n'est pas partagé par l'ensemble des catégories. Et ce niveau de défiance s'explique aussi souvent par votre question un peu de mobilité sociale. Est-ce que vous êtes sur des trajectoires descendantes ou non? Est-ce que vous êtes un perdant ou un gagnant de la socialisation d'une certaine façon? Est-ce que vous vivez dans des grandes métropoles ou dans des petites villes qui sont désocialisées ou désindustrialisé? Le point dans ce livre est de dire non seulement ce niveau de confiance n'est pas partagé par l'ensemble des électeurs, et c'est ça qui permet justement d'expliquer ce grand schisme entre la gauche et la droite, et surtout la montée de la droite populiste, mais l'élément nouveau clé est de souligner que cette défiance ou ce sentiment de solitude sociale n'est plus juste une question française, c'est une question qui est partagée par l'ensemble des pays dans une société post-industrielle. On reprend en forme de clin d'œil les origines du populisme en référence à Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, qui soulignait bien dans les années 30 ce passage d'une société de classe qui est organisée à une société de masse. Ce que l'on montre ici, c'est qu'on est dans une relation de même sorte avec un passage d'une société de classe à une société d'individus, isolés au travail, isolés dans les territoires. Si je reprends l'exemple des Gilets jaunes, les Gilets jaunes étaient vraiment symptomatiques de ces grandes transformations anthropologiques, civilisationnelles. Vous n'avez pas retrouvé dans les Gilets jaunes les bastions traditionnels ouvriers de chez Renault ou de chez Michelin. Ce qui est encadré socialement avec des syndicats, avec des entreprises, ne classe plus, n'encadre plus. Vous aviez une surreprésentation dans ces mouvements de Gilets jaunes de personnes qui sont dans ce tertiaire industriel désocialisé, des chauffeurs routiers, des aides-soignantes qui mettent une demi-heure à chaque fois pour aller dans leurs différents services, donc ils ne sont plus encadrés par les relations sociales. De la même façon, pour les villes qui se sont mobilisées, on n'a pas vu des grandes villes, à part pour les manifestations, et je reviendrai sur l'exemple de Bordeaux, on a vu surtout des unités urbaines qui ont perdu non seulement des services publics, mais qui ont perdu essentiellement leur lieu de socialisation, qui puisse s'agir de votre boulangerie, de votre restaurant ou de vos associations ou associations culturelles. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a pu lire que la crise des Gilets jaunes marquait précisément le retour de la lutte des classes et pas du tout la disparition de cette société de classe que soulignait dans un autre registre et dans un autre contexte, surtout Hannah Arendt, Yann Algan. Alors, l'élément de classe ou l'élément économique était très important. On a retrouvé principalement des classes populaires ou des classes moyennes, ou ce qu'on dit plus généralement, les perdants économiques de nos transformations. Donc, ça, oui, c'est une classe sociale. C'est une classe sociale. Mais là où cet élément économique est insuffisant pour comprendre cette mobilisation, c'est qu'on n'a pas retrouvé les catégories socio-professionnelles telles que les ouvriers des grands bastions industriels. Dans ces mouvements, on a trouvé surtout des personnes, parmi ces classes populaires, des personnes qui étaient isolées et qui avaient en commun surtout leur sentiment de solitude. Et ça explique pourquoi ils ont eu autant de mal à aboutir ensuite sur un programme politique, à pouvoir s'entendre. Il y avait un tel élément de toute façon de défiance les uns vis-à-vis des autres. Donc il est nécessaire, pour vraiment comprendre ce mouvement des Gilets jaunes, de tenir compte aussi sur le fait que ces classes sociales ne se vivent plus en termes que classes. Ils se définissent beaucoup plus en termes de subjectivité malheureuse. Et ce qu'ils ont partagé pour la première fois, c'est leur solitude, s'apercevant qu'ils n'étaient pas seuls dans leur solitude et qu'ils pouvaient la partager dans des ronds-points. Alors, je vais le dire autrement. Si on continue la comparaison entre une même catégorie sociale, autrement dit les ouvriers en Champagne-Ardenne et en Midi-Pyrénées. Champagne-Ardenne, c'est une région qui a été très frappée par la désindustrialisation et où la réindustrialisation n'a pas encore pris toute son ampleur. Alors que les ouvriers de Midi-Pyrénées, souvent, travaillent dans des entreprises qui peuvent être des sous-traitants de l'aéronautique, bref, des sociétés qui
peuvent envisager l'avenir avec probablement plus de sérénité. Est-ce que ce hiatus, il n'est pas suffisant tout simplement pour expliquer pourquoi les uns ont peur de l'avenir et pas les autres, Yann Algan? Alors, c'est une part de l'explication, bien sûr. Maintenant, si vous voulez comprendre encore plus profondément cette différence et plus généralement donc entre régions, et même à un niveau beaucoup plus fin autour de métropoles, il est vraiment nécessaire aussi de tenir compte du réseau de densité sociale. Ce qu'on montre dans ce livre et ce qu'on étudie, c'est de voir que ce n'est pas juste des questions d'emploi ou de désindustrialisation, c'est aussi des questions de perte de lieux de socialisation, peut-être que des services publics, bien sûr, mais vous avez aussi dans ces lieux, les lieux où vous avez la principale manifestation des Gilets jaunes, ce sont des lieux qui étaient beaucoup moins encadrés socialement et vous avez beaucoup de pertes de lieux de proximité. Je vais vous donner juste un exemple qui est vraiment, à mon avis, illustratif, qui est celui de la Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux a été un lieu Absolument. vraiment étonnamment de très forte mobilisation des Gilets jaunes en termes de manifestants. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient drainés par l'ensemble des villes de taille intermédiaire autour de Bordeaux, qui se sont sentis complètement en rupture sur la dynamique bordelaise, qui se sont sortis chassés des villes, qui se sont sortis chassés aussi de l'accès à l'ensemble des services publics ou des services de proximité. Et c'est surtout cette comparaison sociale, ce sentiment vraiment d'avoir perdu par rapport à des dynamiques de métropole, d'être les perdants de cette société post-industrielle qui ont expliqué cette manifestation beaucoup plus importante en Nouvelle-Aquitaine. Mais alors, là aussi, on a pu lire, Yann Algan, mais alors peut-être que ce n'est pas exclusif de ce commentaire que vous venez de faire, on a pu dire que Bordeaux, c'était la ville riche, dans une région qui n'était pas pauvre, mais dans une région où, malgré tout, les inégalités sociales étaient particulièrement visibles du fait de la richesse de cette ville, et qu'il s'agissait de manifester à Bordeaux, comme d'ailleurs de manifester à Paris, pour aller porter la contestation sociale auprès des plus riches. Oui, tout à fait. Mais la question de la richesse, vous repreniez un peu en début d'émission en disant est-ce que les économistes ne sont pas un peu trop économicistes, ne s'intéressent pas trop aux incitations monétaires, aux problématiques d'inégalité ils s'y intéressent, mais je pense que justement, pour pouvoir vraiment comprendre cette montée des forces anti-système, on ne peut pas se focaliser uniquement sur les inégalités économiques. Ce que l'on montre, c'est que si vous voulez comprendre après pourquoi dans ces manifestations, que ce soit dans les Gilets jaunes ou dans la montée, le partage des eaux entre le Rassemblement national ou France Insoumise, pourquoi certains se tournent vers une radicalité de droite, pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers des questions plus de protection de frontières, de nationalisme, il faut comprendre aussi, de point de vue anthropologique, leur rapport aux autres, leur rapport blessé à autrui, et comment est-ce que ce sentiment, ce rapport blessé à autrui s'explique pas uniquement par des questions d'inégalité économique, mais aussi par des sentiments de solitude profonde au travail, liés aux transformations de notre société post-industrielle, ou de solitude dans les territoires, des territoires qui ont été très isolés par rapport à ces métropoles qui se développent justement dans des sociétés de services. Mais alors, cette question de solitude, parce que vous n'êtes pas le seul, Yann Algan, à insister sur le fait que la France serait une société archipélisée, où il y aurait de moins en moins de cohérence. Ce que l'on ne comprend pas, c'est que finalement, elle ne profite pas au corps intermédiaire. Il n'y a pas eu de traduction politique de la crise des Gilets jaunes. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu aux européennes qui, pourtant, ont suivi ce mouvement, ont accompagné même ce mouvement. Il n'y a pas eu du tout de regain de mobilisation syndicale là-dedans. Et les partis politiques qui ont le plus peut-être accompagné le mouvement des Gilets jaunes n'ont pas du tout profité de cette vague. Comment l'expliquer ? Parce que c'est un sentiment de solitude dans ce cas-là qui refuserait tout remède ou qui ne chercherait pas à tenter de remédier à cela ? Je crois qu'il y a deux explications principales. La première, c'est qu'effectivement, ce mouvement des Gilets jaunes était vraiment un conglomérat de forces hétéroclites. Aussi bien des lecteurs de la France Insoumise que du Rassemblement national. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, je vais pas revenir là-dessus, mais ces électeurs ou ces manifestants étaient des personnes qui se différenciaient énormément dans le rapport aux autres, avec certains beaucoup plus dans un rapport
vraiment de distanciation, d'une critique, et avec un mouvement vraiment même de méfiance par rapport à toute politique redistributive. Le deuxième point, c'est que ces manifestants des Gilets jaunes avaient vraiment surtout en commun leur solitude, mais ont eu énormément de mal à déboucher sur un programme politique. Pourquoi ? Parce qu'on ne construit pas de programme politique justement sur des subjectivités. Ce qu'arrivait à faire avant l'opposition gauche-droite, c'est de créer des coalitions, par exemple sur des valeurs ou sur des classes sociales, par exemple la gauche avec les instituteurs et les ouvriers, et puis à partir de ces coalitions à aboutir à un programme politique, par exemple plus ou moins de redistribution. Là, ce n'est absolument pas le cas, puisque justement, ce qui font surtout leur point commun, c'est ce rapport blessé à autrui, cette subjectivité malheureuse. Et ce qui a été manifeste, c'est que les syndicats étaient très peu présents, justement parce que les syndicats sont surreprésentés toujours dans les bastions de la vieille société industrielle et pas du tout dans ces nouveaux services qui désocialisent. Et l'un des grands enjeux, véritablement dans l'avenir, pour des mouvements qui voudront, ou des forces qui voudront porter des solutions, c'est de réfléchir sur quels sont ces nouveaux lieux de socialisation au travail, qu'est-ce qu'un nouveau syndicalisme de service, quels sont ces nouveaux lieux de socialisation dans les territoires. Et ça, c'est un vrai programme pour pouvoir éviter une radicalisation de nos sociétés. Mais alors précisément, parce que si l'on suit cette analyse, Yann Algan, on se dit que c'est facile de lutter contre la pauvreté. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas de la volonté politique pour le faire, mais en tout cas, c'est une cause objective. Un sentiment subjectif tel que la solitude, là, pour le coup, c'est un sentiment qu'il est extrêmement difficile de combattre politiquement. Oui, mais le point important est de ne pas en faire uniquement un facteur psychologique de cette solitude. On a, pour reprendre d'une certaine façon les études de Durkheim, qui avait vraiment fondé la sociologie dans une étude remarquable sur le suicide, il montrait que le suicide n'est pas un facteur psychologique uniquement, mais dépend vraiment de votre densité de socialisation. Bien sûr, il y a une part d'électeurs émotionnels dans cette montée du populisme, mais ces passions, elles répondent aussi à des solitudes qui peuvent être plus ou moins combattues par des politiques publiques. La question de réinvestissement de ces territoires en termes d'éducation avec des écoles primaires qui ont été, dont la fermeture a été très très mal ressentie. On montre dans ce livre et dans une étude qui va apparaître au Conseil d'analyse économique que les territoires où les Gilets jaunes se sont surtout mobilisés sont les territoires où il y a eu le plus de pertes de maternité, tout ce qui a lieu à la santé et tout ce qui a lieu à l'éducation. Donc là, ça relève aussi de politiques publiques. De la même façon, lorsqu'on parle de solitude, on parle de solitude au travail, qui est liée aux transformations du monde du travail. Ce n'est pas uniquement un facteur psychologique. On montre vraiment toutes les mutations de notre société post-industrielle qui apportent des nouvelles réponses, des réponses adaptées au XXIe siècle. Et créer un syndicalisme de service est une vraie réponse. Là, ça va être... Et on appelle de nos voeux que les syndicats s'en saisissent et puissent vraiment comprendre la nature du problème et l'ampleur du problème. Mais le mouvement des Gilets jaunes, en tant que tel, il a recréé de la sociabilité. Tout à fait. Il a recréé de la sociabilité autour des ronds-points ou autour d'un carrefour. Là où le mouvement des Gilets jaunes, d'une certaine façon, s'est arrêté à mi-chemin, c'est sur sa capacité à déboucher sur un programme, parce que justement, vous avez dans ces Gilets jaunes un électorat très hétéroclite entre celui de la France insoumise et du Rassemblement national, qui ne partage aucune valeur sur les questions de la confiance dans les autres et sur la façon dont on met en place des politiques plus ou moins redistributives. Et Yann Algan, votre livre, publié en compagnie d'Elisabeth Beslay, Daniel Cohen, Martial Foucault, Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social, c'est aux éditions du Seuil et dans la collection La République des idées.